Un millionnaire est revenu chez son ex-femme après 4 longues années de séparation, et il s'est figé lorsqu'il a vu sa fille de 5 ans, vêtue de vêtements usés et délavés, frotter le sol comme une bonne, tandis que les adultes étaient assis, se relaxant devant la télévision, et ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde complètement sans voix. Alejandro était assis dans la salle de conférence au 27e étage, son stylo plume tournant silencieusement entre ses doigts, le rapport sur les revenus du 4e trimestre était ouvert devant lui, mais ses yeux s'étaient déjà éloignés des chiffres. Alejandro Carter était le fondateur et PDG de Carter Innovation. À Wall Street, il n'avait pas besoin d'être présenté, un esprit vif dans le domaine de la technologie, un philanthrope discret, surtout, un homme qui avait depuis longtemps laissé derrière lui les souvenirs de son passé. Plus récemment, son nom est apparu sur la liste 40 Under 40 de Forbes. Son téléphone vibra doucement, un email, sans objet, sans expéditeur, juste une ligne. Tu dois voir ça. Il l'a ouvert en tapotant. L'écran s'est allumé avec un court clip, 10 secondes, pas plus. Une petite fille, les cheveux en bataille, portant un pull qui lui arrivait aux genoux, était à 4 pattes sur un sol carrelé, un chiffon serré dans une petite main. Elle ne pleurait pas, mais à chaque poussée du chiffon, ses épaules tremblaient. Ses yeux étaient rouges, immobiles comme de l'eau gelée en hiver. Aucune voix d'adulte, personne ne dit « ça suffit », personne ne l'arrête. Alejandro a perdu son souffle. Ses doigts tremblaient. Il l'a regardé à nouveau, une deuxième fois et encore, parce qu'il n'arrivait pas à y croire. Puis il se leva. Brusque. Décisif. La réunion n'est pas terminée, Monsieur Carter, lui rappela son assistant. Mais Alejandro glissait déjà son téléphone dans la poche de son manteau. Préparez le jet, je dois quitter New York immédiatement. Il regarda par la fenêtre de la Lincoln noire tandis que la ville s'éloignait lentement en bande de lumière du soir, laissant place à des rues plus étroites et à des maisons au toit bas. Silencieux, comme s'ils avaient oublié comment faire écho au temps. Cela faisait 8 mois qu'il n'était pas revenu ici. Le temps avait passé vite, entre réunions consécutives, champagne frais et contrats de plusieurs millions de dollars signés lors de dîners 5 étoiles. Alejandro croyait autrefois que le succès pouvait combler les vides en lui. Mais au final, la seule chose assez puissante pour le ramener n'était pas un contrat. C'était une vidéo de 10 secondes de sa fille, Laura, âgée de 5 ans, à genoux, en train de nettoyer le sol. Il n'avait pas entendu sa voix dans le clip. Mais ses petites mains tremblantes et ses yeux rouges de larmes avaient suffi à le laisser assis sans bouger pendant très, très longtemps. Personne n'a dit son nom. Personne ne lui a dit d'arrêter. La voiture s'est arrêtée devant le 12C. Alejandro ouvrit la porte et sortit, le bruit de ses chaussures en cuir raclant contre le ciment rugueux. La porte n'était pas verrouillée. Il l'a poussée pour l'ouvrir. À l'intérieur, le scintillement de la télévision projetait une lumière diffuse sur le mur qui s'écaillait. Todd Miller, le mari actuel de Becky, était assis, une jambe sur l'autre, une canette de bière à la main, les yeux rivés sur l'écran. Un homme vivant des allocations chômage et du blâme. Becky était assise à côté de lui, les cheveux emmêlés dans la nuque, serrant un oreiller contre sa poitrine. Elle brillait comme des lumières de Noël quand Alejandro était avec elle. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un coincé au milieu d'une scène qui n'était jamais terminée. Sur le sol, Laura s'agenouilla. Elle faisait le ménage. Son long pull touchait presque ses genoux, les manches trempées d'eau savonneuse. Sa petite main poussait le chiffon vers l'avant par petits coups fatigués. Personne ne l'a remarqué. Aucun des deux adultes n'a bronché lorsqu'elle a toussé, une toux sèche et superficielle à cause de la poussière. Alejandro resta immobile. Il n'a rien dit. Il s'est simplement dirigé vers elle. Sa main se posa doucement sur son épaule. Laura s'est arrêtée. Sa main s'est figée. Elle leva les yeux. De grands yeux humides. Aucune surprise chez eux. C'est moi. Papa est là. Elle n'a pas répondu. Elle se leva lentement, la tête légèrement baissée. Alejandro se tourna, les yeux rivés sur Becky. Avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Elle ne s'est pas levée. Je n'ai pas demandé. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine et silencieuse. Todd rigola dans sa barbe. Elle apprend juste à être indépendante. Ne fais pas comme si elle n'avait jamais nettoyé un sol. Alejandro s'avança, se pencha et souleva Laura. Elle posa sa tête sur son épaule, ses bras s'enroulant librement autour de son cou, comme si son corps se souvenait d'une position que son cœur n'avait pas tenue depuis très, très longtemps.
Il se retourna et se dirigea vers la porte. Personne ne l'a appelé. Personne n'a essayé de l'arrêter. La vieille porte grinça en se refermant derrière eux. Comme la fin d'une phrase que personne n'a pris la peine de terminer. Le vent de la nuit glissait le long de son col. Alejandro serrait sa fille plus fort. Elle ne parlait toujours pas, mais sa respiration était devenue plus régulière. Chaque pas qu'il faisait était lourd du poids du passé. Mais il savait que s'il ne continuait pas à marcher, la route devant lui se fermerait à jamais. Et cette fois, il ne laisserait pas cela arriver. Les mains d'Adam sur le volant, son chauffeur privé de longue date, étaient aussi stables que jamais. Mais dans le rétroviseur, ses yeux n'arrêtaient pas de se tourner vers le siège arrière. Alejandro n'a rien dit. Il n'avait pas besoin de demander. Laura était attachée au siège de sécurité par les mêmes mains qu'Alejandro ne se souvenait pas avoir utilisées récemment pour quoi que ce soit, sauf pour tenir des dossiers. Il attacha la ceinture, se penchant légèrement, suffisamment près pour sentir son souffle. Laura n'a pas levé la tête. Elle ne s'est pas éloignée non plus. Ses petites jambes étaient repliées, ses petites mains agrippaient l'ourlet de sa chemise. La voiture s'est engagée sur la route principale. La lumière d'une station-service plus loin baignait l'intérieur de la voiture d'une douce lueur jaune, projetant la silhouette de Laura inclinée sur le côté. « Papa » murmura-t-elle, la voix sèche, comme si elle n'avait pas bu d'eau de la journée. « Oui, chérie. Tu te souviens encore de la chanson que j'aime ?» Alejandro leva les yeux. Il n'avait pas besoin de demander lequel. Ses doigts se sont dirigés vers l'écran tactile, faisant défiler une vieille playlist qu'il n'avait jamais supprimée. Une intro lente à la guitare jouée. Laura posa sa tête contre la fenêtre et ferma les yeux. 3 minutes plus tard, sa respiration s'était stabilisée. Ses petites épaules tombèrent, comme si elle avait posé un sac à dos invisible. Personne n'a parlé pendant le reste du trajet. Il n'y avait jamais eu aucun signe d'enfant dans le pantouse d'Alejandro. Mais cette nuit-là, une petite pièce dans le coin le plus à gauche a été nettoyée et préparée. Linge de maison frais. Un lapin en peluche qu'il avait acheté une fois mais qu'il n'avait jamais envoyé. Une photo encadrée posée sur le bureau. Laura a 3 ans, vêtue d'un costume d'ours, la bouche grande ouverte de rire, serrant une pizza dans ses bras. Alejandro n'a pas dormi. Il s'assit à la table à manger, ouvrit son ordinateur portable et rejoua la vidéo. Pour ne pas confirmer ses émotions cette fois. Il cherchait une trace. Il a rembobiné et fait une pause. Rembobiné à nouveau. La télévision clignotait en rythme. Laura s'essuya les mains sur sa chemise. Sur la table, quelque chose brillait. Angulaire. Flou. Hors focus. Pas à partir d'un appareil photo standard. L'angle était faible. Constant. Immobile. Il a mis le clip en pause à la 8e seconde. Je l'ai marqué. Zoom sur le coin inférieur gauche. Une forme faible est apparue. Comme le bord d'un cadre photo, ou peut-être un petit appareil photo fixe. Un enfant n'aurait pas pu installer une caméra comme ça. Et les adultes dans la pièce semblaient complètement inconscients de sa présence. Alejandro fronça les sourcils. Il a conservé le cadre et l'a envoyé à David, son avocat personnel, avec une note. Besoin de quelqu'un pour retrouver la source de ce clip. Urgent. Le lendemain matin, il fut réveillé par le doux bruit de petits pieds sur le parquet. Laura se tenait près de la porte de la cuisine, une main serrant le bouton de son haut de pyjama. Ses yeux étaient gonflés, ses cheveux toujours en désordre mais ils semblaient fraîchement lavés. Elle regarda la crêpe grésiller dans la poêle. « Puis-je aider » demanda-t-elle. Pas fort, mais clairement. Alejandro n'a pas répondu tout de suite. Il lui tendit une assiette et désigna le tas de fraises qu'il venait de rincer. Fais un smiley avec les baies. Laisse de la place pour la bouche. Laura s'assit, ses doigts touchant doucement chaque baie comme si elle organisait son propre petit monde. Pendant quelques minutes, la cuisine n'entendit que le crépitement de l'huile, le tapotement d'une cuillère sur une assiette et une respiration silencieuse. Alejandro ne savait pas par où commencer. Mais il se souvenait du sentiment. C'était comme apprendre à marcher à côté d'un petit pour la première fois, sans le guider, sans le pousser, juste en marchant doucement et silencieusement à ses côtés. Lorsque Laura eut fini de façonner le visage de la crêpe, elle fit glisser l'assiette vers lui sur la table. « On dirait bien toi » dit-elle, ses yeux cherchant les siens. La bouche est droite aussi. Alejandro rit doucement, le son le surprenant lui-même.
Ce soir-là, il reçut un message de David. Aucune métadonnée originale. La vidéo a été légèrement modifiée. Probablement tournée avec un appareil fixe. Pas un téléphone. Alejandro était assis seul dans son bureau, le silence de la pièce aussi épais que le crépuscule. Il fixait l'écran, immobile, puis tourna son regard vers une photo posée sur l'étagère, Laura et Becky, prises l'année dernière à la maternelle. La petite fille avait serré sa mère dans ses bras, rayonnante de joie, les fossettes éclatantes, une joie sans filtre. Mais là, à côté d'eux, se tenait Todd, sa main posée sur l'épaule de Laura, un geste qui disait « C'est à moi », comme si elle avait toujours appartenu à cet endroit, comme si elle y avait toujours appartenu. Alejandro s'est demandé « Qui a enregistré cette vidéo ? Qui l'a envoyée ? Et pourquoi ?» Il savait maintenant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une mère en difficulté ou d'une éducation douteuse. C'était plus que cela. C'était un avertissement, ou pire, un piège. Et il venait de foncer droit dessus. Alejandro est resté à son bureau longtemps après la tombée de la nuit, regardant la vidéo encore et encore, non seulement avec le cœur d'un père mais avec les yeux méfiants d'un homme commençant à soupçonner que quelqu'un avait surveillé sa fille, et cela ne pouvait pas être une coïncidence. Dans le coin, l'horloge du grand-père faisait tic-tac régulièrement, comme un murmure du temps qui s'écoulait, un rappel qu'il ne pouvait ignorer. Alejandro restait assis, immobile, les doigts serrés l'un contre l'autre, jetant de temps à autre un coup d'œil à la porte en verre dépoli de l'autre côté de la pièce. Derrière elle, David Ross rangeait méthodiquement les dossiers sur son bureau. David, son vieil ami, l'homme en qui il avait plus que toute autre confiance, avait géré d'innombrables litiges financiers, négocié des contrats à enjeux élevés, démêlé des couches de tromperie juridique, mais cette fois, c'était différent. Cela n'était couvert par aucun contrat. C'était personnel. Et les fils silencieux du calme qui avaient toujours soudé leur confiance s'effilochaient peu à peu. Alejandro, es-tu sûr de vouloir continuer ? David leva les yeux, sa voix égale mais sérieuse. Demander une garde provisoire est une étape importante. Et avec ce que nous avons maintenant, tout est encore fragile. Je ne peux pas laisser Laura retourner là-bas comme si de rien n'était, dit Alejandro d'une voix calme mais ferme. Je dois m'assurer qu'elle est en sécurité. Et je dois savoir qui est derrière cette vidéo et pourquoi. David fit un léger signe de tête, puis prit son stylo et griffonna quelques notes dans son bloc-notes. Il ne dit rien d'autre, laissant Alejandro s'asseoir avec le poids de ses propres pensées. Je demanderai à Rachel de retracer l'origine de cette vidéo, son origine et le type d'appareil utilisé. Je parlerai également au juge Clark de la possibilité de demander la garde provisoire de Laura, dit David, avant de marquer une pause. Mais Alejandro, une fois que nous nous y sommes engagés, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Alejandro hocha lentement la tête. J'ai pris ma décision, dit-il d'une voix basse mais ferme. Dans la cuisine d'une modeste maison nichée sous des bardeaux usés par les intempéries, Margaret Carter était assise à éplucher des pommes. Veuve ayant vécu seule pendant de nombreuses années, elle était sévère, posée dans ses paroles, précise dans ses gestes. Sa relation avec Alejandro était souvent tendue, non pas parce qu'elle n'aimait pas son fils, mais parce qu'elle refusait d'adoucir la vérité. Quand Alejandro entra, elle ne leva pas les yeux. Elle continua à appeler, comme si le monde n'avait pas basculé sous leurs pieds. « Puis-je avoir un moment de ton temps, maman » demanda-t-il doucement. « 4 minutes, répondit-elle d'un ton sec, si vous apportez de bonnes nouvelles. Alejandro tira une chaise et s'assit en face d'elle, ses yeux se dirigeant vers la table. Je demande la garde de Laura. Margaret s'arrêta. La lame s'arrêta en plein épluchage. La peau de la pomme se brisa et tomba dans le bol. Elle posa le couteau, s'essuya les mains avec une serviette et le regarda dans les yeux. Tu aurais dû faire ça il y a 3 ans. Puis, après un long souffle silencieux, elle ajouta. Peut-être qu'il n'est pas trop tard. Mais si vous voulez faire cela, vous devez aller jusqu'au bout. Alejandro n'a pas répondu. Elle a besoin d'un vrai adulte à ses côtés. Si c'est toi, prouve-le-lui. Montre-lui que tu ne recules pas simplement sous l'effet de la culpabilité. Il hocha la tête. Lentement. Mais cette fois, avec une certitude tranquille. Rachel King, la jeune assistante juridique d'Alejandro, était d'une nature posée et attentive. Elle a commencé son enquête à l'école maternelle de Laura, où elle a rencontré mademoiselle Thompson, une enseignante d'âge mûr au regard doux et à la voix pleine de patience. Laura est une gentille fille, dit l'institutrice, mais elle est silencieuse. Elle regarde souvent par la fenêtre.
Un jour, elle avait entendu Laura murmurer à un autre enfant. « Je n'ai pas le droit de chanter à la maison. » « Je pensais que c'était juste quelque chose que disent les enfants, » a ajouté mademoiselle Thompson, « mais maintenant, je n'en suis plus si sûre. » Rachel l'a écrit sans commentaire, a remercié le professeur et est partie. Son prochain arrêt fut la clinique du docteur Mitchell, le pédiatre de Laura depuis 2 ans. Il examina le dossier de l'enfant en fronçant légèrement les sourcils. Ces derniers temps, elle vient sans son père. Elle parle à peine. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas ce qu'elle a dit, mais son regard détourné. Sur ses gardes. Mais, ce n'était pas suffisant pour porter plainte. Plus tard, Joe Palmer, l'homme qui possédait la petite épicerie au bout de leur rue, a immédiatement reconnu Laura lorsque Rachel lui a montré une photo. Elle venait chercher des biscuits. Elle comptait chaque centime. Je lui ai demandé une fois, « Pourquoi ta mère n'est-elle pas venue avec toi ?» Elle secoua simplement la tête et dit, « Maman est occupée à dormir à la maison. » Ce soir-là, tandis que les lumières du couloir s'éteignaient peu à peu, Rachel retourna au bureau. Elle déposa les documents neufs sur le bureau de David et se tourna vers Alejandro, toujours assis tranquillement à proximité. « Nous avons quelques détails, » a-t-elle déclaré. « Mais ce n'est pas suffisant. »« Pas encore. Nous n'avons pas encore une vue d'ensemble. » Alejandro leva lentement les yeux. « Et les amis de Laura ? Ils en savent peut-être plus. » Rachel hocha la tête. « Je vais essayer. » Le lendemain, elle visita la classe de Laura. Chloé, une fille aux cheveux bouclés tenant une boîte de crayons, fut la première à prendre la parole. Laura m'a dit à la maison qu'elle n'avait pas le droit de chanter. Son beau-père dit que les filles sages ne font pas de bruit. Rachel n'insista pas. Elle l'écrivit simplement, mot pour mot. Mais intérieurement, les pièces commençaient à s'assembler et ce qu'elles formaient était troublant. Ce soir-là, Alejandro était assis à côté de Laura à table. Le repas consistait en une soupe au poulet, mais elle toucha à peine à sa cuillère. Il lui remplit son verre d'eau, puis se pencha et lui parla doucement. « Demain, tu iras voir maman un moment. J'attendrai dehors. Mais si quelque chose te rend triste, dis-le-moi. » Ou. Il attrapa son manteau, « Si tu ne veux pas parler, donne-moi juste cette veste. » Discrètement cousu dans l'ourlet se trouvait un petit dispositif d'enregistrement sans danger pour les enfants. Laura ne demanda pas pourquoi. Elle regarda simplement la veste et fit un petit signe de tête presque imperceptible. Ce n'était pas une permission, c'était de la confiance ou une chose qu'aucun enfant ne devrait avoir à accorder si tôt. Mais ce soir, sous la douce lueur jaune de la lumière de la cuisine, Alejandro comprit que c'était le début. La vérité avait assez attendu. Demain, ce petit manteau porterait la voix d'un enfant trop jeune pour parler. Mais Alejandro n'avait aucun moyen de savoir que ce qu'il entendrait ne concernerait pas seulement Laura. Cela révélerait quelque chose de plus profond. Plus vieux. Bien plus difficile à affronter. La sonnette retentit 2 fois. Becky ouvrit la porte au 2e coup. Son regard parcourut Alejandro sans s'arrêter, puis se posa sur Lily. « Entre, chérie. » Il n'y a eu ni câlin ni sourire. Lily franchit le seuil comme quelqu'un entrant dans la maison d'un étranger. Alejandro fit un bref signe de tête à Becky, puis se tourna pour partir. Todd n'était pas là. Becky conduisit Lily dans la cuisine, où une assiette d'œufs et de purée de pommes de terre était déjà dressée. Essayant de paraître joyeuse, elle dit « Mange, chérie. J'ai préparé ton plat préféré. » Lily secoua la tête. « Je n'ai pas faim. La maison de papa me manque. » La pièce s'immobilisa. Becky ne répondit pas. Elle s'assit simplement en face d'elle, un nuage d'inquiétude dans le regard. Sous l'ourlet de la chemise de Lily, le petit enregistreur captait chaque son, le tintement d'une cuillère dans l'assiette, le lent frottement d'une chaise qui bougeait, puis la voix de Becky, un murmure fragile. « Si tu continues comme ça, ils vont t'éloigner de moi. » La nuit est arrivée comme une ombre qui s'insinue. Les lumières du couloir vacillèrent et s'éteignirent. Lily s'endormit tôt. Becky était assise dans le salon, emmitouflée dans une couverture, le regard rivé sur l'horloge. Puis, la serrure de la porte d'entrée claqua doucement. Todd était rentré. Il jeta ses clés sur la table, ouvrit le réfrigérateur et but une bière. Voyant Becky toujours éveillée, son expression s'assombrit. « Tu joues encore à la famille heureuse ? Ton ex emmène la fille en promenade, la dépose comme si de rien n'était, et tu restes assis là comme si tout allait bien ?» Becky se leva lentement.
Todd, pas ce soir. Je suis vraiment fatigué. Moi aussi, je suis fatigué, Becky, s'exclama-t-il. Ce gamin se promène dans la maison comme un fantôme. Il ne parle pas. Il ne me regarde même pas. Tu crois que je veux vivre comme ça? C'est ma fille, dit Becky d'une voix tremblante, et s'il te plaît, ne parle pas d'elle comme ça. Elle est son fille. Elle est la preuve de tout ce qu'on ne peut pas laisser tomber. Mais si je la laisse partir, je perds tout, grommela-t-il. Tu crois qu'ils vont me laisser tranquille? Un type avec un casier judiciaire? Pas de famille? Pas d'enfants à la maison? Combien de temps crois-tu que je vais garder ce boulot? Becky s'est figée. Sa voix à peine plus haute qu'un murmure, elle demanda. Qu'est-ce que tu dis, Todd? Je dis que personne ne me l'enlèvera, non pas parce que j'ai besoin d'elle, mais parce que si elle part, tout ce que j'ai construit s'effondrera, mon passé et mon avenir voleront en éclats. Un verre s'échappa des mains de Todd, s'écrasa contre le mur et des éclats se dispersèrent sur le sol. Personne ne me l'enlèvera, rugit-il, la voix tremblante de rage ou de peur, c'était difficile à dire. Le lendemain matin, Alejandro réécouta l'enregistrement. Chaque voix, chaque son était clair et net, plus clair que la veille. Il se laissa aller dans son fauteuil, mais il ne put rester immobile bien longtemps. Ses poings se crispèrent, ses tendons se tendirent, comme si chaque mot qu'il ne pouvait pas encore prononcer s'était accumulé au bout de ses doigts, attendant d'être libéré. Il ne s'agissait plus d'être parent. C'était un danger réel et présent. Laura, âgée de seulement 5 ans, n'avait pas de mots pour s'expliquer, pas de force pour riposter, et elle vivait au milieu de tout cela, chaque jour, chaque nuit. Une légère bruine tombait ce matin-là. Un petit café était niché derrière un carrefour, ses lumières jaunes luisant doucement à travers les vitres mouchetées par la pluie. À l'intérieur, Steve, le détective privé engagé par Alejandro, était assis près de la fenêtre, une tasse de café noir non sucré à la main. Il était absorbé par un dossier rempli de documents, ses lunettes de lecture glissant légèrement sur son nez, la faible lumière projetant des ombres sur son visage fatigué. Dehors, un enfant passa avec sa mère. Son imperméable était déchiré sur le côté. Steve leva brièvement les yeux, les regarda partir, puis sortit son téléphone. « Nous avons notre première piste, dit-il sèchement à Alejandro, et elle n'est pas légère. Todd Miller, l'homme qui vit actuellement avec Becky, avait un passé jonché d'ombre. Steve a résumé les conclusions. En 2012, Todd a fait l'objet d'une enquête pour avoir escroqué une femme en ligne. Elle a ensuite abandonné les poursuites après avoir reçu un accord à l'amiable, personne ne savait d'où venait l'argent. Il avait un jour contraint une ancienne petite amie à co-signer un compte de carte de crédit. Quelques mois plus tard, elle a déposé le bilan, et le nom de Todd a disparu de tous les documents associés. Pire encore, en 2016, une amie prénommée Denise s'est suicidée sous l'effet de somnifères. L'affaire avait été classée sans suite, mais le rapport médico-légal a révélé des détails troublants. Au cours de sa dernière semaine, Denise avait été coupée de toute communication et avait perdu tout contrôle sur ses finances personnelles. Steve avait également envoyé une vidéo de surveillance filmée dans un bar. On y voyait Todd saisir une femme par le poignet, la forcer à s'asseoir sur une chaise et parler les dents serrées. Il n'y avait eu aucune plainte officielle, mais quelque chose dans le regard de la femme glaçait le cœur d'Alejandro. Steve avait également enquêté sur Becky Wilson. Elle avait consulté 4 fois dans une clinique psychiatrique après son divorce. Son dossier médical mentionnait une légère dépression et des épisodes de panique postpartum, bien que son traitement ait été irrégulier. Tina, une amie de longue date, avait partagé « Becky m'a dit un jour, je ne sais même plus si je suis encore mère ou juste femme de ménage. Cette phrase m'a fait froid dans le dos. » Steve conclut que Becky n'était pas malveillante. Mais elle était prise dans un réseau subtil de contrôle, dont Todd était le centre. Un après-midi, Alejandro se rendit chez Becky sous prétexte de demander le dossier scolaire de Laura. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. Il frappa doucement. Pas de réponse. De l'intérieur, il entendit le léger bruit de petits pas, suivi d'un tintement sourd, quelque chose heurtant le sol, comme une tasse en verre qui se déséquilibre. Il n'est pas entré. Debout sur le seuil, il a crié doucement « Becky ?» Quelques secondes de silence. Puis une voix d'enfant, faible et hésitante, répondit. « Maman, si je vais bien, est-ce que je peux rester? Est-ce qu'on ne peut pas m'éloigner à nouveau ?» Alejandro s'est figé. Aucun enfant ne pose une telle question à moins d'avoir entendu quelqu'un d'autre s'en inquiéter ou juste devant lui. Plus tard,
Sous la faible lumière ambrée du salon d'Alejandro, Steve a placé un petit enregistreur sur la table en bois et a appuyé sur lecture. Une voix se fit entendre, rauque, légèrement tremblante. C'était la voix d'une femme âgée, probablement habituée à parler lentement et prudemment. Je m'appelle Dorothy. J'habite l'appartement de gauche. D'habitude, je ne me mêle pas des affaires des autres, mais il y a des choses qu'on ne peut pas ignorer. Un bref silence. Comme si elle se remémorait quelque chose qu'elle avait essayé d'oublier. Un jour, j'ai vu la petite fille Laura debout sur le balcon. Pas de manteau, rien de chaud. Juste un léger pyjama. Dans le froid. Elle se tenait là, immobile. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas appelé sa mère. Elle a juste regardé la rue comme si elle attendait quelqu'un. Dorothy s'éclaircit doucement la gorge, puis continua. Sa voix était plus lente, plus posée. Un jour, j'ai entendu frapper fort à la porte. La voix d'un homme, sûrement celle de Todd. Je n'ai pas pu distinguer les mots. Mais après ça, le silence. Juste un silence pur et pesant. Pendant des jours, personne n'est sorti de cet appartement. Pas de lumière allumée la nuit. Pas un bruit. L'enregistrement s'est terminé par un long soupir. Steve a éteint l'appareil. Personne n'a parlé. Alejandro le regarda fixement, comme si les derniers mots résonnaient encore dans ses oreilles. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée plantée là, comme si elle attendait que quelqu'un vienne la chercher. Rachel King, l'avocate adjointe, a reconstitué le tout. Elle a tracé une chronologie, marquant les points rouges où les schémas de contrôle se répétaient. Laura ne présente aucun signe de violence physique, a déclaré Rachel. Mais elle subit une sorte de discipline silencieuse, ce qu'on appelle de la négligence émotionnelle. Becky n'intervient pas parce qu'elle vit aussi sous ce régime. Surveillez-le de plus près. Ne le laissez pas savoir. Sous la douce lueur de la lampe de Laura, Alejandro s'assit à côté de sa fille, sans dire un mot. Elle coloriait un parapluie bleu clair. Son crayon bavait légèrement à la pointe. Il la regarda tranquillement, puis posa doucement une main sur sa tête, caressant ses cheveux. Sa voix était grave et stable. Tu n'auras plus jamais à poser cette question. Laura ne leva pas les yeux. Mais son rougissement ralentit, comme si elle avait entendu et compris. Cette question, si je vais bien, puis-je retourner dans mon ancienne maison, tournait dans l'esprit d'Alejandro. Il se blottit au plus profond de lui-même, comme un rappel discret. Pas fort. Mais impossible à ignorer. Il se leva, sortit son téléphone et composa le numéro de David. Lorsqu'il parlait, sa voix n'était plus celle d'un père en quête de justice. C'était celle d'un homme qui avait pris une décision et ne voulait plus revenir en arrière. Préparez-vous. Nous ne demandons plus la garde temporaire. Je veux la garde exclusive. Et je suis prêt à comparaître devant le tribunal. Il a raccroché, ouvert son ordinateur portable et tapé un message rapide. Pas de politesse. Pas d'explication. À Steve, je veux que tu surveilles Todd de plus près. Ne le laisse pas savoir. Il a appuyé sur envoyer. Sa main tremblait légèrement. Mais son regard ne le fit pas. Dans le salon, le léger et régulier grattement du crayon sur le papier continuait, comme un petit battement de cœur retrouvant lentement son rythme. Un mince voile de brume, léger comme de la fumée, descendait tranquillement sur Maplewood Street. La bruine n'était pas assez forte pour traverser un manteau, mais elle laissait les trottoirs froids et humides. Alejandro s'est garé à un demi-pâté de maison de l'ancien appartement de Becky. Des traînées d'eau s'accrochaient irrégulièrement aux vitres de la voiture. Il a coupé le moteur, mais n'est pas sorti. Il resta assis là, immobile, les yeux rivés sur l'appartement familier, celui qui avait été le premier foyer de Laura. Cela faisait presque une semaine que lui et David avaient déposé une demande de garde temporaire, accompagnée d'une requête demandant un contrôle officiel de l'état de santé de Laura. Le tribunal a agi rapidement, non seulement en raison du dossier volumineux qu'ils avaient soumis, mais également en raison de la recommandation urgente de l'assistante sociale Karen Blake. Et aujourd'hui, dans le cadre du processus, Karen a été chargée de procéder à une inspection sur place. Elle était accompagnée de l'officier James Taylor, un policier de quartier désigné pour garantir l'objectivité et la sécurité de toutes les personnes impliquées. Juste à l'heure prévue, une berline argentée s'est arrêtée au bout de l'allée. Karen sortit la première, son imperméable gris lui tombant jusqu'aux genoux, serrant dans ses bras une mallette étanche remplie de documents. L'officier Taylor le suivit. Non pas en uniforme,
mais dans un épais manteau indigo. Il aurait pu passer pour un voisin, si ce n'était son regard attentif et perspicace. Alejandro fit quelques pas en avant, sur le point de parler. Mais Karen capta son regard et secoua doucement la tête. Sa voix était calme, mais ferme. On vous tiendra au courant après. Veuillez ne pas entrer. Ils franchirent la porte, celle par laquelle Alejandro avait autrefois porté Laura, où il avait vu le silence de sa fille parler plus fort que n'importe quelle explication. La serrure de cette porte n'avait toujours pas été changée. Les mains d'Alejandro se crispèrent dans les poches de sa veste. Becky a ouvert la porte. Pas de maquillage. Cheveux attachés en arrière à la hâte. Ses yeux étaient fatigués. Elle n'a pas détourné le regard. Todd est apparu de la cuisine, vêtu d'une chemise blanche impeccable et d'un sourire si soigné qu'il semblait contre nature. Nous avons préparé son dossier médical, a-t-il dit, ainsi qu'un journal de routine quotidienne. L'appartement semblait plus propre qu'avant, mais une légère odeur de moisi persistait dans les coins, accrochée aux rideaux et au silence. Laura était assise sur le canapé, serrant contre elle un vieux lapin en peluche, ses petits doigts enroulés autour de son oreille usée, ses yeux fixés sur rien, nulle part. Karen a commencé doucement, en posant des questions de base, comment Laura avait mangé, si elle avait été malade récemment, à quelle heure elle s'était couchée. Todd répondit rapidement, son ton précis, un niveau de détail qui semblait mémorisé plutôt que vécu. Becky intervenait de temps à autre, sa voix douce, fragmentée, comme si elle était sous l'eau, à peine présente. L'agent Taylor se déplaçait lentement dans l'appartement, ses pas délibérés, ses yeux scrutant chaque surface. Il s'accroupit près d'un mur, effleurant de ses doigts une tache de peinture fraîche, où de légères rayures anciennes murmuraient encore à travers la couverture. À côté du canapé, une tache brun foncé maculait le sol, pas assez fraîche pour susciter un commentaire, mais bien trop permanente pour être ignorée. Karen s'est abaissée à côté de Laura, le visage au niveau de celui de la fille, plaçant une boîte de crayons et une feuille de papier vierge sur la petite table devant elle. « Qu'est-ce que tu aimes le plus dessiner, chérie ?» Laura tendit la main vers un crayon bleu pâle, ses doigts tremblant légèrement. Elle dessina lentement, une petite silhouette allongée sur le sol à côté d'un rectangle qui ressemblait à une télévision, il n'y avait pas de soleil, pas d'arbres, pas de fleurs. Karen fixa le dessin pendant un moment, puis demanda d'une voix douce, « As-tu ta propre chambre ?» Laura jeta un regard de côté à sa mère, puis baissa la tête et murmura, « Je dors par terre parce que maman dit que mes rêves sont trop bruyants. » Karen n'a pas bronché, elle a tranquillement pris une note, une petite marque sous l'écriture dense qui remplissait déjà son bloc-notes. Alors que la conversation dérivait vers la routine quotidienne, Todd commença à interrompre plus fréquemment. Il a répondu même aux questions qui ne lui étaient pas adressées, sa voix s'élevant parfois, poussant Becky hors du cadre. L'officier Taylor a continué à écrire, son regard inébranlable, ne quittant jamais le visage de Todd. Becky joignit ses mains sur ses genoux, ses jointures blanches. Finalement, elle a parlé, plus clairement qu'avant, « De quoi nous accusez-vous exactement, si c'est une enquête, dites-le simplement. » Karen n'a pas répondu directement, elle a fermé son carnet et a dit calmement, « C'est une procédure standard, conformément à une ordonnance du tribunal, nous documentons simplement les conditions actuelles. » Dehors, Karen se dirigea directement vers la voiture d'Alejandro, le vent attrapant l'ourlet de son manteau. Elle retira ses lunettes, essuya l'eau, puis le regarda. L'appartement est propre, mais l'air là-dedans, ça ne semble pas réel, la fille n'est pas libre de parler, et cet homme, il contrôle tout, même le silence. Alejandro expira, la voix basse, « En avons-nous assez ?» Karen hésita, la première lueur de doute sur son visage calme. « Pas assez pour les archives, mais je crois que tu dis la vérité, et je crois Laura. Elle demande de l'aide dans la seule langue qu'un enfant connaît. » Cette nuit-là, Alejandro est rentré chez lui. Laura dormait sur le canapé, toujours enveloppée dans sa fine veste, le lapin en peluche lui avait glissé des bras, reposant sur le côté sur le sol. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à un petit appareil d'enregistrement caché dans l'ourlet de son manteau. Un nouveau fichier est apparu, il a appuyé sur Play. La voix de Becky est venue en premier, fatiguée et brisée, « Tu as promis que tu ne crierais pas, Todd. » Puis la voix de Todd, basse, irritable, « Tu prends toujours son parti, pourquoi ne la renvoies-tu pas tout de suite ?» Un grand bruit sourd suivit, puis le silence, les pas s'estompèrent lentement dans la pièce. Alejandro se leva brusquement, sa main appuyée contre la table, les yeux rivés sur l'écran. Ce n'était plus une théorie, c'était un danger réel et immédiat. Il a pris le téléphone et a appelé David.
Je n'ai pas besoin de plus de preuves, j'ai besoin d'une ordonnance de protection ce soir. C'était un après-midi froid, des feuilles d'érable humides s'accrochaient au chemin de briques, la porte de l'école maternelle grinçait alors que des groupes d'enfants se déversaient dans la cour, leur rire jaillissant comme des bulles. Alejandro se tenait près de la clôture, les mains dans les poches de son manteau, les yeux fixés sur la dernière salle de classe au bout du couloir. De l'autre côté de la cour de récréation, une jeune femme s'est approchée, tenant la main d'une petite fille aux cheveux bruns et aux yeux brillants et légèrement timides. Ils se sont arrêtés devant lui. La femme parlait doucement, une légère hésitation dans la voix. « Tu es le père de Laura, n'est-ce pas? Je suis la mère de Chloé. » Alejandro fit un signe de tête silencieux. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti un téléphone. Sur l'écran, il y avait une vidéo clignotante. Laura, penchée, essuie le sol. Chloé l'a enregistrée pendant qu'elle jouait derrière l'école. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle m'a demandé « Pourquoi Laura nettoie le sol toute seule, maman, pourquoi personne ne l'aide ?» Je ne savais pas comment répondre. Alors, après y avoir longuement réfléchi, j'ai décidé de vous envoyer le clip. À l'époque, je ne savais pas qui tu étais, j'ai juste vu le nom de Laura dans une vieille liste de contacts de l'école maternelle. Je l'ai envoyé parce que je pensais que si tu étais quelqu'un de proche d'elle, tu devrais peut-être le savoir. Je ne savais pas que cela aurait autant d'importance. Chloé se tenait à moitié cachée derrière sa mère, seule une partie de son visage apparaissant. Alejandro s'agenouilla légèrement, son regard chaleureux. Tu as fait ce qu'il fallait. À cause de toi, les adultes ont dû regarder de plus près. Merci Chloé. La petite fille hésita, puis marmonna, je viens de voir Laura nettoyer le sol, et personne ne l'aidait. Je pensais que si c'était moi, je me sentirais vraiment triste. Alejandro n'a pas répondu tout de suite. Il posa doucement une main sur sa petite épaule et hocha la tête en guise de remerciement. Chloé hocha la tête en retour, presque imperceptiblement. Puis, comme si un poids s'était levé de sa petite poitrine, elle attrapa la main de sa mère et courut vers le parking. Plus tard dans la soirée, Alejandro était assis dans sa voiture près de l'école. La radio était basse, mais il n'écoutait pas. La cloche de sortie a sonné, la porte de la classe s'est ouverte et Laura est apparue, traînant un sac à dos surdimensionné, sa petite silhouette se déplaçant lentement. Ses yeux scrutèrent la foule, à la recherche de quelque chose de familier. Quand elle l'a vue, elle s'est figée. Une seconde s'est écoulée. Puis elle s'est précipitée vers lui. Papa. Alejandro s'agenouilla, les bras grands ouverts. Laura vola vers eux, jeta ses bras autour de son cou et s'accrocha fermement à lui. Elle ne dit rien, son haleine sentait encore légèrement le lait. Il l'a tenue plus longtemps que d'habitude. À ce moment-là, il a compris. Il ne s'agissait plus seulement de garde. Il s'agissait de se protéger, de les protéger tous les deux de quelque chose qu'ils ne pouvaient même plus nommer. Et Becky. Elle ne devrait pas non plus être laissée dans cette obscurité. Cette nuit-là, Alejandro s'est rendu à la clinique où Becky avait déjà reçu des conseils. Le couloir était calme, l'odeur du désinfectant flottait encore dans l'air. Il attendit en silence jusqu'à ce qu'il soit appelé dans le bureau du docteur Mitchell, le psychologue qui avait supervisé le cas de Becky après le divorce. Alejandro s'est assis en face de lui et est allé droit au but. Je ne suis pas ici pour accuser ou blâmer qui que ce soit, j'ai juste une question. Le docteur Mitchell resta immobile, ses mains jointes doucement sur le bureau. Si je veux l'aider à guérir de l'intérieur, d'une manière ou d'une autre, est-ce même possible? Le médecin l'étudia, le regard fixe, pensif. La guérison ne vient pas des efforts de quelqu'un d'autre. Mais si vous pouvez être là, ne pas vous éloigner, ne pas pousser, juste rester stable, comme quelqu'un qui attend le printemps après le plus long hiver, alors oui, il y a encore une chance. Alejandro fit un petit signe de tête. Il ne savait pas où le chemin le mènerait, mais cette fois, il n'abandonnerait pas à mi-chemin. Tard dans la nuit, dans leur petit salon, Laura était assise sur le tapis. Elle tenait un crayon et dessinait tranquillement sur une feuille de papier vierge. Personne ne lui a demandé de dessiner, personne ne lui a dit quoi faire. Quand Alejandro est arrivé, elle a brandi la photo. Une maison, deux adultes de chaque côté, un petit enfant au milieu tenant leurs deux mains. Tous les visages avaient des yeux. Il n'y avait personne sur le sol. Personne n'a regardé en bas. Alejandro l'a regardé pendant un long moment. Et pour la première fois, il n'avait pas peur. Cette image était sa voix. Et c'était la réponse qu'il cherchait.
Aucun d'entre eux, Alejandro, Becky ou même Laura, n'avait imaginé que leur histoire finirait devant un tribunal. Mais parfois, il suffit d'une vidéo de 10 secondes, d'un murmure d'un enfant de 5 ans et d'un silence qui dure trop longtemps pour que tout s'effondre. Alejandro n'avait jamais eu l'intention de contester la garde par colère. Il y a 4 ans, l'entreprise technologique qu'il avait fondée était au bord de l'effondrement. Il a choisi de protéger ce qu'il croyait être son seul véritable héritage, la sécurité financière de sa fille. Il n'était pas doué pour vivre de vie. Le mariage s'est fissuré, puis s'est effondré, comme tant de gens le font quand ils oublient que l'amour a besoin d'être soigné, comme un enfant. Becky a obtenu la garde. Alejandro ne s'est pas battu. Pas de bataille juridique, juste une démission silencieuse. Il a continué à envoyer des cadeaux d'anniversaire et à payer la pension alimentaire à temps. Mais Laura, la fille silencieuse qui avait l'habitude de jeter un œil derrière les rideaux, s'est lentement échappée de son monde. Jusqu'à ce que le clip fasse surface. L'audience a eu lieu par une matinée humide. La salle d'audience était petite, faiblement éclairée, l'odeur du vieux bois persistant dans l'air immobile. Alejandro est arrivé tôt, assis immobile, les mains jointes sur sa poitrine, les yeux rivés vers l'avant. Rachel King, la jeune avocate que David Ross avait désignée, était assise à côté de lui, organisant les documents avec une précision silencieuse. Il parlait peu. Becky est entrée plus tard, lentement. Elle ne portait pas de maquillage, un vieux manteau de laine, ses cheveux attachés en arrière. À côté d'elle se tenait Mark Bennett, l'avocat que Todd avait engagé. Le siège à côté de lui est resté vide. Todd n'était pas venu. Becky n'a jamais regardé vers Alejandro. Ses yeux restaient baissés, la fière ligne de ses épaules s'affaissait. L'audience a commencé. Mark Bennett a pris la parole en premier. Votre honneur, Monsieur Carter a été largement absent de la vie de sa fille pendant près de 4 ans. Madame Wilson, bien que n'étant ni riche ni parfaite, a élevé la fille seule, sans infraction légale ni comportement abusif. La demande soudaine de garde à vue de Monsieur Carter, fondée sur une brève vidéo, est, selon nous, mal avisée. Il n'a pas élevé la voix. Mais chaque mot avait du poids. En bas, Becky baissa encore plus la tête. Rachel se tenait debout. Elle ne s'est pas précipitée pour réfuter. Elle a commencé avec une histoire. Je ne nie pas que Madame Wilson était présente pendant les années où Alejandro était absent. Mais la présence ne signifie pas toujours la sécurité. Nous ne sommes pas ici pour attribuer des blâmes. Nous sommes ici pour faire éclater la vérité. Une fillette de 5 ans nommée Laura vit dans un environnement de contrôle, sans voix, se repliant sur elle-même d'une manière qu'aucun enfant ne devrait faire. Rachel a exposé les preuves. La vidéo que Chloé a enregistrée depuis la fenêtre de la classe. L'audio du manteau de Laura. Témoignage de son professeur, Mademoiselle Thompson. Dr Mitchell. Joe Palmer, l'épicier. Et enfin, le rapport de Karen Blake, travailleuse sociale indépendante. Karen a pris la parole. Sa voix était claire, inébranlable. J'ai parlé avec Laura en privé. Quand je lui ai demandé ce qu'elle aimait le plus, elle a dessiné une personne allongée sur le sol à côté d'une télévision, sans bouche. Les enfants ne mentent pas dans leurs dessins. Je ne crois pas que c'était un jeu. Je crois que c'était un cri. Alejandro n'a pas regardé Becky. Mais il savait que, de l'autre côté de la pièce, elle ressentait chaque mot comme une coupure dans cet endroit fragile de son cœur qui était encore une mère. Elle avait autrefois aimé sa fille, l'avait suffisamment aimée pour rester, même lorsque la vie avec Todd était devenue un sombre couloir de lassitude. Mais l'amour ne suffit pas toujours. Parfois, cela devient la chose même qui vous emprisonne dans une prison sans barreaux. Le juge Clark, un homme d'une 60aine d'années aux yeux enfoncés et peu bavard, resta silencieux plus longtemps que prévu. Finalement, il a parlé. Le passé nous informe. Mais c'est le présent que le tribunal doit voir. Sur la base de preuves vérifiées, j'accorde la garde temporaire à Monsieur Alejandro Carter. Madame Wilson conservera ses droits de visite, sous surveillance. Elle est également fortement encouragée à commencer une thérapie psychologique. Elle souhaitait que sa demande de garde à long terme soit reconsidérée, mais personne n'applaudissait. Becky ne leva pas la tête. Ses épaules tremblaient de chagrin ou de soulagement, difficile de le dire. Rachel referma son dossier et laissa échapper un soupir, comme quelqu'un qui expire enfin un battement de cœur trop longtemps retenu. Devant le tribunal, Becky marchait d'un pas rapide,
mais lorsqu'Alejandro passa silencieusement, elle s'arrêta brusquement. Elle ne se retourna pas. Elle dit simplement « Merci de lui avoir permis de me voir avec la plus grande clarté ». Alejandro ne répondit pas. Il hocha simplement la tête, comme un homme qui acquiesce à sa propre douleur. Cet après-midi-là, Franck resta chez Laura. Quand Alejandro ouvrit la porte, elle courut vers lui, sans poser de questions, sans hésiter. Elle le serra simplement dans ses bras, et pour la première fois, Alejandro sentit que le silence dans son étreinte n'était pas un reproche, mais un pardon. Cette nuit-là, il ouvrit son ordinateur portable et rédigea un email au docteur Mitchell, celui qui avait soigné Laura et la seule personne en qui Becky avait eu confiance toutes ces années. « Je ne voulais pas gagner », a-t-il écrit. « Je voulais juste que Becky soit considérée comme un être humain et qu'on l'aide. Je ne vais nulle part, mais je ne peux pas l'accompagner sans être guidé. » La dernière ligne est arrivée après une longue pause. « J'ai besoin que tu marches avec elle, car je crois toujours qu'être père ne signifie pas retirer la mère de la vie d'un enfant. » Laura emménagea chez Alejandro par une douce matinée d'automne, alors que le soleil était encore doux et que les feuilles n'avaient pas encore commencé à changer de couleur. Elle était assise tranquillement sur la banquette arrière, tenant un lapin en peluche d'une main et la poignée d'une petite valise rose de l'autre. Alejandro ne dit pas grand-chose pendant le trajet. Il se contenta de jouer l'un des morceaux instrumentaux préférés de Laura, gardant le rythme de la voiture lent et régulier, comme la respiration d'un père et de sa fille qui tentent de s'habituer à quelque chose d'inconnu. La maison à 2 étages, au bout de la rue calme, où Laura allait désormais vivre, était en rénovation depuis des semaines. Sa chambre était peinte d'un jaune doux à la couleur qu'elle avait choisie lorsqu'on la lui avait demandé. Pas un jaune criard, mais quelque chose de plus doux, comme des blancs d'œufs battus en neige finement badigeonnés sur les murs. Sur un mur, une fresque murale représentait une forêt immense, avec des cerfs, des écureuils et un hibou somnolent sur une branche. Alejandro avait fait appel à un artiste pour la peindre spécialement, car il voulait que Laura se sente comme chez elle, et non comme une simple chambre d'enfant. Cette première nuit, après que Laura se soit brossé les dents et soit montée au lit, Alejandro s'assit au bord du matelas. Il n'avait pas apporté de livre d'histoire comme d'habitude. Il parla à voix basse. « Quand j'avais ton âge, dit-il, je détestais apprendre les tables de multiplication par cœur. À chaque cours de maths, je feignais d'avoir mal au ventre pour m'en sortir. Mais un jour, on m'a attrapé et on m'a mis dans un coin parce que je n'avais pas compris ma leçon. Ce soir-là, j'ai écrit une lettre à ma prof pour lui dire que j'étais désolé. Non pas par peur, mais par honte. Et elle m'a pardonné. Elle disait que quiconque admet ses torts a la force de les corriger. » Laura resta silencieuse un instant. Puis elle rit. Le son flottait doucement dans sa nouvelle chambre et, pour la première fois depuis des mois, Alejandro sentit quelque chose se calmer en lui. Il n'avait pas besoin de grand-chose, juste de se rire. C'était suffisant. Samedi en fin d'après-midi, un parfum de cannelle et de beurre chaud flottait dans la cuisine comme une vieille rengaine. Alejandro retournait soigneusement la dernière pâte, tandis que Franck, le gouvernant de longue date, lavait la dernière pile de vaisselle dans l'évier. La soirée s'installait doucement, comme le dernier souffle du jour. La cuisine d'Alejandro était envahie par l'odeur de cannelle et de pommes au four. Franck séchait la dernière assiette lorsque la cloche du portail sonna, un léger coup, mais suffisamment aigu pour faire une pause dans l'air de la pièce. « Je vais le chercher, » dit Franck, calme comme toujours, comme un homme habitué aux moments inattendus. Il sortit, son torchon toujours lâchement enroulé sur son épaule. Becky se tenait devant le portail. Son manteau gris était usé, une manche légèrement de travers, et ses chaussures basses étaient tachées de boue séchée par la pluie de la nuit dernière. Pas de maquillage, pas de sac à main, pas la moindre trace de planification minutieuse. Mais elle se tenait droite, les mains doucement jointes devant elle, avec l'air de quelqu'un qui n'est pas là pour s'excuser, pas pour exiger, juste pour retrouver son chemin. Depuis la fenêtre de la cuisine, Alejandro regardait dehors. Il posa le torchon et s'apprêtait à s'éloigner lorsque Margaret, sa mère, dénoua son tablier et sortit dans le jardin. Elle ne se précipita pas, ni n'hésita. Son pas était assuré au le genre de rythme qu'on apprend après avoir vécu assez longtemps pour comprendre que certaines conversations doivent commencer en silence. Margaret ne demanda pas pourquoi Becky était venue. Elle ne lui tendit pas la main pour l'inviter à entrer. Elle s'arrêta, se tenant suffisamment à distance pour voir les yeux de Becky déjà teintés de rouge. Sa voix n'était ni aiguë ni douce, mais chaque mot résonnait dans l'air comme une impression ancrée dans une longue expérience. Si vous n'êtes pas ici par peur ou par obligation, alors laissez votre cœur frapper,
pas votre main. Becky inclina légèrement la tête. On ne savait pas si elle hochait la tête ou si elle ne parvenait tout simplement pas à lever les yeux, la poitrine trop serrée par les mots qui n'avaient pas réussi à sortir. Elle n'avança pas. Margaret ne dit rien de plus. Elle fit demi-tour et rentra dans la maison, laissant le portail entr'ouverte ni verrouillé, ni grand ouvert, juste assez de place pour le bon moment et le bon choix. Becky se tenait immobile près de la palissade en bois blanc. Sa main reposait sur la rampe supérieure, sans la serrer, mais sans la lâcher non plus. Elle leva les yeux et son regard se posa sur une fenêtre du 2e étage où une chaude lumière jaune se répandait sur un mur couleur soleil. À l'intérieur, Laura était assise en tailleur sur un tapis à poils longs. Elle alignait des peluches en rang bien net, comme dans une petite salle de classe. Alejandro était assis en face d'elle, tenant un panda en peluche, et parlait d'une voix niaise et exagérée. « Madame la maîtresse, le panda est malade aujourd'hui. Peut-il avoir un jour de congé ?» Laura éclata de rire, se penchant sur le côté en se tenant le ventre. Puis elle jeta un coup d'œil vers la fenêtre, le visage détendu comme un linge humide essoré. Ce sourire léger, naturel et sincère, Becky ne l'avait jamais vu comme ça. Pas autant. Elle ne pleura pas. Elle n'en avait pas besoin. À cet instant, Becky resta immobile, laissant la lumière baigner ses épaules comme si elle était là. Elle ne rentra pas. Mais elle n'était plus dehors. Ce soir-là, Becky rentra chez elle dans le bus de nuit. Le vent filait à travers la vieille vitre, lui soulevant doucement les cheveux. Elle ouvrit son téléphone, tapa un message, puis le supprima. Finalement, elle posa la main sur son ventre et ferma les yeux. Ce n'était plus pour Laura. Pour la première fois, elle voulait guérir, non pas pour sauver quelqu'un d'autre, mais pour se sauver elle-même. Et dans une pièce peinte en jaune à l'autre bout de la ville, Laura époussetait un tableau encadré, un tableau qu'elle avait peint. 3 personnes, avec des pinceaux, pas à main nue. Le son de son rire résonnait comme une chanson sans paroles. Becky posa de nouveau sa main sur la clôture, sans la saisir, juste la toucher. Et à cet instant, toutes les craintes qu'elle avait eues de perdre son enfant, être jugée, rater sa chance se dissipèrent comme un brouillard. Parce que Laura pouvait encore rire comme une enfant. Et parce que Becky, bien que toujours dehors, pouvait le voir. Les larmes coulèrent lentement, sans trembler. Becky ne les essuya pas. Pour la première fois depuis des mois, elle les laissa couler, ne craignant plus de paraître fragile. Elle ne s'éloigna de la clôture qu'après l'extinction de la lumière de Laura. Becky emprunta le sentier de pierre qui serpentait le long du petit parc près de la maison d'Alejandro. L'air du début de l'automne était frais, mais pas âcre, et sa poitrine ne la piquait plus. Elle s'assit sur le banc de pierre près de la fontaine. Les lumières du parc éclairaient la manche de son pull, révélant un fil effiloché, usé par le temps. Son téléphone vibra doucement dans sa poche, un appel manqué du thérapeute qu'elle avait promis de revoir. Becky regarda l'écran. Son doigt plana sur l'icône de rappel. Dans sa tête, Laura était toujours là, souriante, soulevant le lapin en peluche, hochant la tête quand Alejandro demanda « Tu veux de la tarte aux pommes ?» Lorsque la voix du médecin retentit, Becky dit simplement « Je crois que je suis vraiment prête cette fois. On peut continuer. » Alejandro ignorait que Becky se tenait devant la clôture ce soir-là. Il ignorait qu'elle avait rappelé la thérapeute. Mais ce soir-là, après avoir bordé Laura, il ouvrit la fenêtre de sa chambre et regarda dehors. Le vent apportait le parfum chaud de cannelle de la tarte qui refroidissait encore sur le comptoir. Les lumières du parc baignaient la rue. Alejandro appuya son front contre l'encadrement de la fenêtre, pensant à Becky, à un voyage qu'elle entreprenait, à un voyage qu'il ne pouvait pas faire avec elle, mais qu'il pouvait attendre juste devant la porte. Il murmura, « Nous avons tous besoin d'une pièce jaune dans notre vie. Non pas pour y vivre, mais pour croire qu'il existe encore un endroit où nous pouvons retourner. » Dans son sommeil, Laura se retourna. Le lapin lui glissa des mains. Alejandro le ramassa délicatement et le reposa dans ses bras. Cette nuit-là, personne n'a pleuré. Mais, d'une certaine manière, ils se sentaient tous un peu plus légers. Le premier matin de la rentrée de Laura, le ciel était couvert. Alejandro l'accompagna jusqu'à la voiture, sans se presser. En chemin, il joua un vieil air instrumental. Laura ne dit pas un mot, mais sa petite main serrait fermement la bretelle de son sac à dos bleu. Son visage n'était pas triste, juste calme, comme si elle s'apprêtait à entrer dans un monde nouveau, un monde où, d'une certaine manière, elle savait que cette fois, les choses seraient différentes. À la maison, Franck rangeait la bibliothèque.
Margaret préparait un pain aux bananes. La maison ne vibrait plus de l'énergie qui l'animait à l'arrivée de Laura. Mais le silence n'était pas morose. On sentait une certaine normalité, une normalité nouvelle, spontanée, tacite, de petits rythmes qui se remettaient en place. Dans la cuisine, emplie du doux parfum de cannelle et de banane, personne ne parlait d'hier ou de demain. Mais chaque geste, chaque regard, portait la même vérité silencieuse, il cherchait à s'accrocher à quelque chose de précieux. Becky avait commencé une thérapie formelle. Sa thérapeute, Grace, une femme d'âge moyen, ne lui avait pas fixé de date butoir. Elle lui avait simplement demandé « Comment te sens-tu aujourd'hui ?» Lors de cette première séance, Becky parlait peu. Elle avait les mains jointes sur ses genoux, son regard se posant souvent sur le rideau au lieu de croiser celui de Grace. Mais dès la 3e séance, elle commença à se confier à propos de la nuit où Laura avait eu de la fièvre et où elle était restée assise en pleurs sur le sol de la salle de bain, ne sachant pas qui appeler. Elle évoqua les moments où Todd s'énervait, cassait des objets, puis la réconfortait comme si de rien n'était. Elle décrivit ce qu'elle ressentait, perdue chez elle, où chaque pas la faisait tressaillir. Et à la fin de la séance, le docteur Grace posa doucement sa main sur le dossier et dit simplement « Vous avez survécu. Maintenant, apprenez à vivre. » Becky fondit en larmes, mais cette fois, elles étaient sincères. Pas pour quelqu'un d'autre, pas pour susciter la pitié. Pour la première fois, elle ne se voyait plus à travers le prisme de la culpabilité ou de la peur. Peu de temps après la première audience, Todd fut poursuivi en justice par une ex-petite amie nommée Marissa. Elle avait vécu avec lui 2 ans avant Becky. La plainte releva d'anciens dossiers, comportements contrôlants, tromperie financière, menaces émotionnelles. Marissa ne garda plus le silence. Elle porta plainte directement au tribunal, joignant des extraits de son journal, des photos et des messages enregistrés. Steve, l'enquêteur, a remis des preuves à la police, déclarations de témoins, enregistrements, et même une vidéo prise dans un bar. Finalement, Todd a été convoqué. Cette fois, Becky n'était pas mêlée à tout ça. Personne ne la questionnait. Personne ne la blâmait. Elle restait à l'écart et regardait le passé se dérouler où ce n'était plus un poids à porter. Elle était simplement témoin. Et, d'une certaine manière, cela commença à guérir quelque chose en elle. Michael ne parla ni d'amour ni de retrouvailles. Pas d'alliance, pas de fleurs. Il comprenait que Becky n'avait pas besoin d'une promesse. Il était tentant de devenir la mère qu'elle croyait autrefois incapable d'être. Il ne voulait pas qu'elle ait l'impression de se racheter ou de lui imposer un fardeau supplémentaire. Elle parlait quand elles en avaient besoin de brefs échanges pratiques autour d'un café ou sur la véranda pendant que Laura jouait à proximité. Les dépôts scolaires, les cours de piano, les sandwichs que Laura aimait ce mois-ci et ceux qu'elle n'aimait plus. Pas de mots inutiles, juste assez pour maintenir le rythme. Becky venait tous les samedis après-midi, toujours vers 14h. Elle ne restait jamais plus d'1 heure. Parfois, elle apportait un petit cadeau, un livre, une écharpe, et même un pot de confiture de fraises. Elle disait l'avoir fait elle-même, mais Alejandro soupçonnait qu'elle l'avait acheté au marché et qu'elle avait simplement besoin d'une raison pour l'offrir. Elle ne s'attardait jamais. Quand il était temps de partir, Laura serrait ses petits bras autour de la taille de Becky, sans qu'on lui demande. Et chaque fois, Becky la serrait fort, puis se tournait vivement vers la voiture, s'essuyant les yeux du bord de sa manche avant que la portière ne se referme. Mais elle ne le cachait plus. Les larmes n'étaient plus un signe de honte. Elles ne venaient plus de la même source qu'avant, celle qui lui disait qu'elle avait échoué ou qu'elle ne méritait pas ce moment. Elles tombaient comme la pluie après une longue saison sèche silencieuse, sans précipitation, nécessaire. Chaque larme était un relâchement, un souffle, un premier pas vers quelque chose qu'elle n'avait pas espéré depuis longtemps. Faire confiance non pas à Alejandro, ni même à Laura, mais à elle-même. Elle apprenait, petit à petit, à croire qu'elle pouvait se montrer sans tout défaire. Qu'elle pouvait aimer sans briser ce qui commençait enfin à se réparer. Parfois, Margaret sortait pour ouvrir le portail. Elle ne parlait pas beaucoup, mais laissait toujours la porte de la cuisine ouverte comme un message discret, la gentillesse a toujours sa place. C'était un dimanche doux et ensoleillé. Michael avait invité Becky et Laura à une promenade dans le parc près de chez eux. Personne n'avait apporté d'appareil photo. Laura portait une robe en jean et un petit sac à dos en forme de renard. Michael tenait la bouteille d'eau. Becky avait apporté un chapeau de soleil. Ils marchaient côte à côte, sans se tenir la main, sans sourire forcé. De temps à autre, Laura courait devant,
puis revenait en arrière, glissant sa main dans celle de son père, puis de sa mère, comme pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. Becky sourit. Michael hocha légèrement la tête. Personne ne parla du passé. Personne ne mentionna la douleur. Mais à chaque pas, à chaque contact, un long voyage touchait à sa fin. Et à cet instant, personne ne sentit qu'il revenait en arrière, mais qu'il avançait. Ce soir-là, Laura était assise seule dans sa chambre, époussetant délicatement un dessin au crayon qu'elle avait fait 2-3. Elle utilisait un petit pinceau, d'une main légère et prudente, sans laisser de traces. Les couleurs étaient inégales, certaines maculées par la sueur de ses doigts, d'autres miroitant légèrement d'un éclat métallique. Elle ne savait pas si le dessin était beau. Elle savait seulement qu'elle ne voulait pas qu'il soit recouvert de poussière. Alejandro se tenait devant la porte, observant. Il ne parlait pas, n'interrompait pas. Le seul bruit était celui du pinceau qui effleurait doucement le papier à peine audible, comme un rappel discret. Lily ne frotte plus le sol. Elle dépoussière un dessin de 3, avec un pinceau de peintre, et non à main nue. Parfois, les choses qui changent nos vies n'arrivent pas avec fracas. Elle se glisse discrètement à travers de petits détails, un portail déverrouillé, un mot doux non forcé, ou simplement le regard d'un enfant vers une fenêtre. L'histoire d'Alejandro, Becky et Laura ne se résume pas à la garde. Elle raconte le cheminement qui consiste à apprendre à affronter les dures vérités, à écouter avec un cœur ouvert et à continuer d'avancer. Personne n'en sort tout à fait pareil. Mais chacun peut faire un pas vers une vie meilleure. Que pensez-vous de la décision d'Alejandro? Et avez-vous déjà vécu un moment, aussi insignifiant soit-il, qui a changé votre regard sur quelqu'un que vous aimez? Je sais que chacun de nous porte sa propre histoire. Si tu es fatigué, j'espère que tu trouveras le repos. Si tu te sens perdu, j'espère que quelqu'un viendra te chercher à une porte ouverte. Tu n'es pas seul. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Et si vous lisez ceci tard le soir, prenez une gorgée d'eau chaude, tirez les couvertures et couchez-vous tôt. Tout vient à point à qui sait attendre et croire.